Petite question. Qui a été le plus grand ennemi de l'histoire de Rome? Est-ce que c'est le Gaulois Vercingétorix, le Germain Arminius, le Vandale Genséric, le Wisigoth Alaric ou encore le Hun Attila? Réponse, aucun d'entre eux. Le plus grand ennemi que connut Rome fut Hannibal Barca. Le général carthaginois est l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Son duel avec Scipion va rester dans les annales. Il est une grande puissance de l'Antiquité. Néanmoins, la défaite contre Rome durant la première guerre punique a laissé des traces. Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, est chef des armées carthaginoises des romains. Le gars a de la rancune. Hamilcar Barca meurt en -228 en Espagne. Son gendre Hasdrubal lui succède. Il nomme Hannibal capitaine de la cavalerie et le marie à une princesse ibère. Le futur grand stratège fait déjà preuve d'une grande maîtrise en combat. Hasdrubal est assassiné en -221 par un esclave gaulois. Il ne faut jamais tourner le dos à un homme à qui on a ôté sa liberté, pillé ses terres, mis des fers aux jambes, fouetté, violé sa femme, volé ses enfants. On ne peut pas faire confiance à ces gens. Hannibal devient donc à 25 ans le commandant en chef de l'armée carthaginoise. Pendant 2 ans, il consolide les positions de Carthage en Espagne. Mais la louve romaine ne compte pas laisser faire ce jeune ambitieux. Elle cherche le conflit et il lui faut un prétexte. Rome va s'allier avec la ville de Sagonte, dans la zone colonisée par Carthage, et la déclare sous protectorat romain. Le traité de paix de la première guerre punique interdit à Carthage de s'attaquer aux alliés de l'Empire. Mais Carthage a aussi des traités à mettre en avant, notamment celui qui lui donne l'entière souveraineté sur la région. On se retrouve au tribunal? Non, on se fait la guerre. Hannibal décide finalement d'attaquer Sagonte, et la fait tomber après un siège de 8 mois. Rome demande justice, mais le gouvernement de Carthage refuse et soutient son général. La deuxième guerre punique va pouvoir commencer. Les Romains décident d'attaquer sur les 2 fronts, en Espagne et en Afrique du Nord. La stratégie d'Hannibal est plus audacieuse. Il veut attaquer l'Empire directement en Italie. Il peut choisir d'arriver par la mer, mais sa flotte est clairement inférieure à celle de son ennemi. Il choisit donc l'option terrestre, plus longue mais surprenante. Il traverse l'Espagne et le sud de la Gaule pour attaquer au nord de l'Italie. Cette tactique présente un avantage certain, celui de pouvoir recruter en route de nombreux mercenaires et les peuples celtes hostiles à Rome. L'opération commence en -218. Il débarque avec 100 000 soldats, en laisse une petite partie pour défendre les positions espagnoles et passe les Alpes avec 70 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Sans compter tous les renforts, plus de 40 000 Gaulois soutiendront Carthage durant cette guerre. Durant sa traversée de la Gaule, l'armée d'Hannibal réussit à éviter les obstacles, que ce soit les troupes romaines ou même certaines tribus locales, qui n'apprécient pas qu'on s'aventure sur leurs terres. Il possède également 27 éléphants de guerre, qui mourront presque tous durant la traversée des Alpes. Une traversée éprouvante pour Hannibal, qui devient borgne de l'œil droit suite à une maladie. Passer par les Alpes pour pénétrer en Italie est l'une des tactiques les plus marquantes de l'histoire. Les sources ne sont pas claires, mais on estime qu'entre 3 000 et 20 000 soldats vont mourir lors de cette traversée. Un exercice particulièrement difficile quand on raconte ces moments d'histoire, c'est que le nombre de morts est souvent très approximatif. On se retrouve souvent avec des fourchettes invraisemblables. 3 000 morts sur une armée de 100 000, c'est pas la même chose que 20 000. Mais bon, on se démerde. Cette traversée est un moment légendaire. Certes, ce n'est pas la première fois que l'on passe par les Alpes pour entrer en Italie. Mais le faire avec une telle armée et des éléphants, c'est une prouesse incroyable.
Cela en devient presque un récit mythologique, illustré par de nombreux tableaux. Les armées romaines dirigées par Publius Cornelius Scipio ne s'attendaient pas du tout à une attaque venant du nord. Ils pensaient mener cette guerre en Hispanie et sont donc pris de court. Seule une petite armée est présente pour affronter l'envahisseur. La première bataille sera celle du Tessin. La cavalerie romaine est encerclée par les forces ennemies et forcée de fuir. Les pertes sont faibles pour Rome, mais l'essentiel est ailleurs. Grâce à cette victoire, Hannibal obtient le soutien des tribus gauloises, un soutien précieux. Le Sénat romain envoie des renforts à son armée. Scipio souhaite prendre son temps, mais Longus, le consul romain venu en renfort, veut mener la bataille tout de suite. Ce qui arrange bien Hannibal qui veut maintenir la motivation de ses troupes. Le général de Carthage montre encore son sens tactique. Il envoie sa cavalerie harceler les avant-postes romains, ce qui pousse Longus à attaquer précipitamment en traversant la rivière de Trébie. Celle-ci est glacée et les troupes romaines en sortent affaiblies. Ils sont trempés, lourds, gelés. Et là, ils se prennent la cavalerie carthaginoise en pleine gueule. Quand ça veut pas, près de 20 000 fantassins romains vont mourir dans la bataille de Trébie. Ça veut pas. L'armée carthaginoise continue sa route vers Rome. Le nouveau consul Flaminius lui bloque la route. Hannibal décide de le contourner par la gauche et de coincer cette nouvelle armée en la coupant d'une retraite vers la capitale. Les Romains sont acculés au lac de Trésimène, tandis que les forces de Carthage sont placées au sommet d'une colline. Hannibal va profiter du brouillard pour attaquer par surprise. C'est un massacre. 15 000 soldats romains vont mourir. 10 000 seront prisonniers. C'est une énorme défaite. Et la route de Rome est libre. Il n'y a plus d'armée entre celle d'Hannibal et le cœur de l'Empire. Ça va être un carnage. Hannibal va vaincre Rome. Sauf que non. Hannibal décide de tenir ses positions. Il ne dispose pas de machines de siège et il perdrait trop de force et de temps en attaquant la ville. On verra si l'avenir lui donne raison. Les Romains vont alors nommer un nouveau dictateur, Fabius Cunctator. Parce que oui, à Rome, on nomme les dictateurs. Ce n'est pas on nomme un gars et il devient par la suite dictateur. Non, non, non. On le nomme dictateur directement. Une autre époque. Celui-ci change la tactique habituelle de l'armée romaine. Il adopte une posture défensive, refusant les batailles et se contentant de limiter les mouvements d'Hannibal. Les Romains n'apprécient pas beaucoup cette stratégie, la considérant comme une marque de lâcheté. C'est vrai que c'est mieux de perdre 15 000 hommes par bataille. Hannibal se trouve en Campanie, la région de Naples, et souhaite s'en retirer pour éviter de passer l'hiver dans cette zone dévastée. Cunctator veut l'empêcher de fuir, mais Hannibal réussit brillamment à lui échapper. Il fait croire à Cunctator qu'il souhaite s'échapper en traversant une forêt. Le général romain s'y engouffre, mais Hannibal n'y était pas, et en profite pour se barrer. Cunctator aurait pu le rattraper, mais il n'ose pas. Hannibal ne souhaite pas attaquer Rome. D'accord, mais il veut toujours vaincre l'Empire. Il choisit donc d'attaquer Capoue. Pour cela, il s'attaque à un convoi de ravitaillement près de Cannes, privant les Romains de leurs ressources. Rome change de tactique. Ils abandonnent l'attentisme et misent sur un choc frontal. La Louve va lever une armée de 100 000 hommes, la plus grosse de son histoire. Cette bataille sera le chef-d'œuvre tactique d'Hannibal. Il va mettre en place un plan d'enfermement diabolique. Regardons ensemble. Nous sommes donc à Cannes, sur le champ de bataille. Les pions rouges, c'est l'armée carthaginoise, celle d'Hannibal.
Les pions bleus, c'est donc l'armée romaine. Voici comment Hannibal positionne ses troupes. Une ligne d'infanterie tout en longueur et sa cavalerie discrètement sur les côtés. L'armée romaine n'a pas d'organisation particulière. La tactique d'Hannibal, c'est de pousser le chef romain Varro à se jeter dans la bataille. Il lui fait quelques provocations et ça fonctionne. Le Romain attaque. Donc ses troupes s'engouffrent dans le champ de bataille et les troupes, l'infanterie carthaginoise, fait une sorte d'arc de cercle. Donc les troupes romaines s'engouffrent dans le creux. À ce moment-là, la cavalerie carthaginoise monte et prend à revers les troupes romaines. C'est un encerclement et c'est terminé pour les Romains. On estime les pertes romaines à 70 000 hommes, contre 6 000 pour Carthage. C'est la plus grosse défaite de l'histoire de l'Empire romain. Net. Cette défaite n'est pas sans conséquences. De nombreux alliés de Rome s'en détournent et soutiennent Hannibal. C'est le cas notamment de la Sicile, de la Macédoine et même de Capoue, où le Carthaginois prend ses quartiers. Petit moment de calme et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça nous aide beaucoup pour le référencement. On vous remercie. Rome ne lâche pas l'affaire, élève de nouvelles troupes. Mais plus question de bataille frontale avec Hannibal. Non. On préfère aller sur une tactique de harcèlement, en misant sur le nombre. En sournois. À partir de moins 212, les Romains reprennent un peu de terrain. Un nouveau général est nommé pour faire face au plus grand ennemi de l'Empire. Il s'agit de Marcus Claudius Marcellus, qui a eu l'honneur de ramener une dépouille opime à Rome. Mais c'est quoi une dépouille opime? Une dépouille opime, c'est lorsqu'en tant que commandant des armées romaines, on a vaincu un chef ennemi en combat singulier. Ce qui fut le cas de Marcellus, qui a vaincu 10 ans plus tôt le Gaulois Viridomaros. Ils ne sont que 3 dans l'histoire à avoir reçu cet honneur. Romulus, Cossus et donc Marcellus. Ce n'est donc pas n'importe qui. En l'espace de 2 ans, il réussit à reprendre Syracuse et Capoue. Il reconquiert même la Sicile. Hannibal se reprend, en infligeant une sévère défaite aux Romains à Ordona. Mais il continue de perdre des villes, notamment Tarente et finalement tout le sud de l'Italie. Les Romains attaquent aussi en Espagne, mais sans succès. Entre maintenant en scène le grand rival d'Hannibal, celui que l'histoire retiendra sous le nom de Scipion l'Africain. Celui-ci, nommé général, attaque Carthagène et la fait tomber en moins 209. Le gars attaque à la source. Le frère d'Hannibal parvient à fuir et à rejoindre l'Italie, avant de se faire tuer par ce même Scipion. Le deuxième frère d'Hannibal, Magone, perd de nombreuses batailles en Espagne, et le gros du territoire revient aux Romains. Scipion retourne en Afrique du Nord et veut pousser Hannibal à revenir. Celui-ci n'a pas le choix, et après 15 années de bataille acharnée en Italie, revient au pays en moins 203. Les deux généraux se rencontrent, et malgré une admiration mutuelle pour leur génie stratégique, ils ne parviennent pas à s'entendre sur des conditions de paix. La bataille décisive aura lieu à Zama. La tactique d'Hannibal est la même qu'à Cannes. Encercler les Romains et les prendre à revers. Cela va se retourner contre lui. Voici comment Hannibal positionne ses troupes. En première ligne, nous avons les éléphants de guerre. Bon, là, c'est pas des éléphants, c'est des hippopotames. Mais vous voyez ce qu'on veut dire, faites un effort. En deuxième ligne, les mercenaires gaulois. En troisième ligne, les propres forces de Carthage. Sur les côtés,
À droite, la cavalerie carthaginoise, à gauche, la cavalerie numide. La tactique d'Hannibal est un peu la même qu'à Cannes. Son infanterie est clairement inférieure à celle des Romains. Inférieure en nombre, bien sûr. Il décide donc de lancer d'abord ses éléphants de guerre pour affaiblir un maximum les rangs de l'infanterie romaine. Ensuite, ce sera une bataille infanterie contre infanterie, et sa propre infanterie devra faire la même tactique que celle de Cannes, c'est-à-dire les attirer dans un creux pour que les deux cavaleries les prennent à revers. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. La bataille commence. Les pachydermes s'avancent et commencent à attaquer l'infanterie romaine. Sauf que les Romains utilisent leur clairon, et ils soufflent. Le bruit est assourdissant et très perturbant pour les éléphants, qui ne savent plus quoi faire. Ils tournent en rond, ils sont perturbés. Et ils reviennent sur leurs pas. Vous sentez que ça va pas bien se passer. Et ils foncent vers la cavalerie de Carthage. Et ils commencent à faire des gros dégâts. Parce qu'un éléphant, ça gagne contre un soldat, tout simplement. On s'est débarrassé de l'infanterie, de la cavalerie carthaginoise. Il n'y a plus. Les mercenaires gaulois vont alors attaquer de face. Les Romains vont s'écarter un petit peu pour les attirer dans une sorte de creux. Vous commencez un petit peu à comprendre. L'infanterie de Carthage, la troisième ligne donc, s'avance elle aussi. Dans le même temps, la cavalerie romaine s'avance et prend à revers les deux lignes d'infanterie de Carthage. Et c'est un carnage. La débâcle carthaginoise est totale. Sur 50 000 hommes, 20 000 vont mourir, 11 000 seront blessés et 15 000 seront faits prisonniers. C'est beaucoup. Le coup est rude pour Carthage, qui doit renoncer à sa flotte, à son armée, à ses conquêtes, et doit en plus payer un tribut sur 50 ans. Hannibal, ne pouvant plus être chef militaire, se rabat sur la politique et devient suffrète, c'est-à-dire premier magistrat. Il se met la noblesse à dos, en décidant de faire payer le tribut par le trésor et non par les taxes. Le trésor, ce sont les richesses propres de l'État, donc en grande partie ceux de la noblesse, alors que les taxes, c'est au peuple de les payer. Les nobles n'aiment pas ça. En même temps, je pense qu'il n'y a pas un monde, une époque, un pays où les nobles trouvent normal de payer leurs impôts. Ils demandent l'aide des Romains, et ceci exige qu'Hannibal soit fait prisonnier. Ce dernier choisit alors l'exil. Il se rend à Tyr, au Liban, et conseille le roi Antiochos III, qui se prépare à la guerre contre Rome. Le souverain n'écoute pas les conseils et son armée est mise en déroute. Hannibal continue ses voyages. Il se rend en Crète, en Arménie, où il supervise la construction de la ville d'Artachat, puis il se rend en Bithynie, en actuelle Turquie. Il se met au service du roi Prusias Ier et affronte le roi de Pergame, allié de Rome. À cette époque, tout a plus ou moins un rapport avec Rome. Hannibal obtient une importante victoire en mer, avec une tactique très particulière. Une tactique qui consiste à jeter des jarres sur le bateau ennemi. Des jarres contenant des serpents venimeux. Ils fondent également la ville de Boursa. Tous ces accomplissements sont vus d'un mauvais œil du côté romain. Le roi Prusias trahit Hannibal et le livre à l'ambassadeur de Rome. Hannibal choisit la mort plutôt que d'être capturé par ses ennemis. Il avale du poison contenu dans l'une de ses bagues et meurt en 183 avant Jésus-Christ. Sachez que pour son rival et vainqueur Scipion, l'après-guerre ne fut pas plus glorieux. Comme beaucoup de grands hommes, il suscitera la jalousie de ses pairs. C'est le cas notamment de Caton l'Ancien, militaire et grand homme politique romain, ne supportant pas les succès de Scipion.
et qui fera tout pour lui nuire. Après de nombreux procès en tout genre, Scipion va mourir épuisé en 183 avant Jésus-Christ, la même année que son rival. Hannibal est l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire, un stratège hors du commun. Pourtant, si on regarde son bilan à froid, il est plutôt négatif. Il a perdu la guerre contre Rome, et la situation de Carthage est pire après son commandement qu'avant. On pourrait comparer son parcours avec celui de Napoléon, le premier. Son épopée est extraordinaire, mais ses résultats factuels sont plutôt mauvais. Aujourd'hui encore, on étudie et on loue le génie tactique d'Hannibal dans toutes les écoles militaires du monde. Pour ceux que ça intéresse, un manga Ad Astra raconte l'histoire d'Hannibal et de sa guerre contre Rome. C'est en 13 volumes et c'est plutôt fidèle historiquement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur ce grand chef militaire qu'était Hannibal. Nous, on a beaucoup aimé vous la raconter. Donc si vous voulez nous récompenser, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.